monsieur Fleming. Je m'appelle Blanche Wilmot. C'est l'agence Cuisine Magique qui m'envoie. Je suis heureux de vous voir, mademoiselle. Pendant 15 jours, j'ai appris à cuisiner les œufs de 20 manières différentes. J'espère que vous aurez plus d'imagination que moi. Pour cela, soyez sans crainte, dit-elle en souriant. Ses lèvres entrouvertes découvrent des dents blanches et régulières. Le tailleur rose met en valeur ses yeux bleus et ses hanches aux lignes harmonieuses. Elle serait appétissante, se dit Roy, si elle défaisait cet horrible chignon. Je croyais que l'agence m'enverrait une cuisinière française. Nous sommes à Monte-Carlo, pas à New York. Je suis française par ma mère, monsieur. Mon père était un peintre anglais. Il est tombé amoureux de Monaco à cause de sa lumière. Ma mère tenait un petit restaurant près du port. C'est elle qui m'a appris la cuisine. Roy sourit et fait entrer la jeune femme. Eh bien, nous allons voir tout de suite si vous avez bien appris les leçons de votre maman. Il est 11 heures. Vous avez juste le temps de préparer le déjeuner. Quelques jours plus tard, Roy est nonchalamment installé dans son fauteuil sur la terrasse. C'est là qu'il passe toutes ses matinées. Devant la maison, une Jaguar descend la route. Roy entend le moteur rugir tandis que le conducteur change de vitesse pour prendre le tournant. Les doigts de Roy se serrent davantage sur le bras du fauteuil. Un moment, il fixe ses mains qui tremblent. Le regard vide, il se souvient des titres des journaux quelques mois auparavant. Fleming ne courra plus. Le champion se retire après son accident. La sueur perle à son front. Il se rappelle les deux journalistes qu'il a entendus par hasard dans un bar de Monte-Carlo. « Dommage pour Fleming, » disait le premier. « Je pensais qu'il serait le prochain champion du monde. »« Bon, c'est courant ce genre d'abandon, » a répliqué l'autre. « Un accident et leur courage s'envole. » Quels fiefs imbéciles, ces journalistes, se dit Roy. Comment peuvent-ils parler de courage? Tout ce qu'ils savent faire, c'est courir derrière les ragots. S'ils savaient le coup que je prépare, ils ne me traiteraient pas de lâche. D'un air pensif, il boit une gorgée de bière. À travers la balustrade, il aperçoit Blanche, qui arrache les feuilles mortes des géraniums. Il y a bientôt 2 semaines qu'elle est là. Elle a pris en main les rênes de la maison. Elle lui consacre tout son temps et semble n'avoir aucune vie privée. Soudain, dans le salon, la sonnerie du téléphone se fait entendre. Roy se lève et décroche. C'est le directeur de sa compagnie d'assurance. Ça tombe bien, se dit Roy. Il est temps qu'il me paye ce qu'il me doit. J'aimerais passer prendre l'argent cet après-midi, dit-il, en liquide, bien entendu. Ben, c'est une grosse somme, s'écrie le directeur. C'est exact, mais cette grosse somme, comme vous dites, m'appartient. C'est inscrit sur mon contrat. J'ai eu un accident, maintenant, à vous de payer. Il raccroche et se retourne brusquement. Blanche est là, juste derrière lui. Il surprend dans son regard une lueur étrange. Prenez votre après-midi, Blanche. Je n'aurai pas besoin de vous. À 2 heures, Roy est au volant de sa Ferrari rouge. En moins d'un quart d'heure, il est au siège de sa compagnie d'assurance. Conformément à ses vœux, l'argent est là, en liquide. Pour l'occasion, il a acheté une petite mallette dont l'ouverture se déclenche à l'aide d'une combinaison de 3 chiffres. Avant de rentrer chez lui, il se promène un instant sur le port. Il s'arrête dans un bar et commande une bière. Les murs sont couverts de miroirs qui permettent de découvrir d'un seul coup d'œil toutes les personnes qui entrent ou qui sortent. Soudain, il croit reconnaître Blanche. Elle passe juste devant la porte du bar. Elle est accompagnée d'un homme d'une 50aine d'années. Tous les deux semblent engagés dans une conversation très vive. Étrange, se dit Roy en voyant l'allure de Blanche. Elle n'est plus du tout la jeune fille timide qu'il croise tous les jours. Elle porte une robe moulante et des escarpins hauts. Ses cheveux flottent librement sur ses épaules.
Roy croit rêver. Non, c'est impossible, se dit-il. Et puis qui sait, ce type avec qui elle traîne, il n'a pas l'air très net. La petite Blanche n'est peut-être pas si blanche que ça. Lorsque Roy rentre chez lui, Blanche est déjà là, elle prépare le dîner. Elle porte son habituelle robe de coton fleuri et ses cheveux sont retenus en chignon. « Avez-vous passé un bon après-midi, Blanche ?»« Je suis allé au cinéma, monsieur. Il repasse Les Tueurs au Majestic. C'est avec Burt Lancaster. »« Ah. Et vous étiez seul ?» demande Roy. « Oui, monsieur. J'aime assez la solitude, et puis je ne connais plus grand monde dans cette ville. Toutes mes amies se sont mariées, et leurs histoires de bambins ne m'intéressent vraiment pas. » « Le film était bon ?»« Excellent, monsieur Fleming. »« Excellent, monsieur Fleming. » Il ne manque pas d'air. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de l'homme qui l'accompagnait? Après tout, c'est sa vie. Enfin, quand même, elle aurait pu choisir un petit ami plus reluisant. Roy a toujours sa mallette à la main. Blanche s'approche de lui. « Monsieur veut-il que je le débarrasse ?»« Non. Occupez-vous du dîner. » Roy monte dans sa chambre et ouvre la mallette. Ses yeux s'illuminent devant les liasses empilées. Il les ôte une à une, puis il les glisse dans un petit sac en plastique. Enfin, après avoir caché le sac sous sa veste, il redescend au salon. Après s'être assuré que Blanche est dans la cuisine, il se dirige vers un grand aquarium qui occupe tout un mur. Roy se passionne pour les poissons exotiques. Pour tromper cet ennui après ce stupide accident, il s'est amusé à leur construire un décor hollywoodien. Dans l'aquarium, on voit en effet des colonnes de marbre, des petites maisons aux toits de briques rouges. Il y a aussi des arbres minuscules qui frissonnent dès qu'un poisson les frôle. Roy plonge sa main dans l'eau et soulève le toit d'une maison. Délicatement, il y dépose le sac de billets, puis il replace le toit. Il se sert un whisky et va s'asseoir dans le fauteuil de cuir. Son regard est vide et des pensées se bousculent sous son crâne. Maintenant que j'ai cet argent, se dit-il, je pourrais laisser tomber. Ce coup risque de me valoir beaucoup d'ennuis. D'un autre côté, Roy avale une gorgée de scotch. Ses yeux brillent de plaisir. D'un autre côté, quoi qu'en pensent ces imbéciles de journalistes, je ne suis pas un dégonflé. Demain soir, comme prévu, je volerai les bijoux de la baronne Ranpaff. Le lendemain, samedi, Roy appelle Blanche dans sa chambre. « Vous pouvez prendre votre soirée, » lui dit-il. « Je dîne chez la baronne. » Il enfile bientôt un smoking noir. En se regardant dans la glace, il passe sa main sur une petite cicatrice qu'il a derrière l'oreille. C'est la seule trace qui lui reste de son accident. C'est le grand soir, se dit-il. Oh, mince, les gants, j'allais les oublier. Allons, Roy, calme-toi. Tu es nerveux comme un collégien avant son premier rendez-vous. Du courage, mon vieux. Il n'y a que 10 minutes de marche pour se rendre à la villa de la baronne. Plusieurs voitures sont déjà là lorsqu'il arrive. Lady Rankoff se précipite à sa rencontre. « Roy, comme c'est bon de te voir, embrasse-moi, veux-tu » Toujours aussi discrète, se dit-il en fixant le cou et les oreilles de la baronne. Il a fallu qu'elle exhibe tous ses brillants. Tant mieux, ça prouve qu'elle les a toujours. Enfin, plus pour longtemps, si tout se passe bien. Après le dîner, les invités se retrouvent au salon pour le café et les liqueurs. Un ami de Lady Rankoff se met au piano. 1 heure plus tard, il joue encore. Le récital n'en finit plus. De temps à autre, un des invités s'échappe de la pièce et revient prendre sa place quelques minutes plus tard. Bientôt,
Roy sort à son tour. Il n'y a presque personne dans le vestibule. D'un air nonchalant, Roy prend l'escalier qui mène aux appartements de la baronne. Il commence à inspecter les pièces, mais ne trouve rien d'intéressant. Enfin, il arrive à la chambre de la baronne. Il flotte une odeur de poudre et de parfum qui lui donne le vertige. Pendant quelques instants, ses yeux font le tour de la pièce. Brusquement, son regard s'arrête sur un tableau. Un magnifique portrait de Lady Rancoff. Il sourit. Ça lui ressemblerait assez, se dit-il, de planquer le coffre-fort derrière son image. Elle se croit tellement belle. Il se dirige vers le tableau et le soulève doucement. Le coffre-fort est bien là. Bon Dieu, se dirait, ça va pas être de la tarte, c'est de l'acier trempé. Même avec un chalumeau, je ne crois pas que j'arriverai à percer ça. Je sais même pas où acheter de matériel. Ah bah ça, je fais un sacré cambrioleur. Juste à ce moment, il entend des pas dans le couloir. Il a à peine le temps de se cacher derrière un paravent. Bientôt, il entend la baronne. Elle a l'air furieuse. « Comment ça? Ces émeraudes sont plus belles que les miennes. Elle va voir si ces émeraudes sont plus belles que les miennes. Où j'ai mis ce fichu livre ?» Oh, il entend la baronne qui marche à travers la pièce, puis, pendant un instant, elle reste immobile. Enfin, elle soulève le tableau, fait une combinaison et ouvre la porte du coffre. « Venez là, mes chères petites émeraudes chéries, je vais vous faire prendre un peu l'air. » La baronne referme la porte du coffre et enfin elle sort. Aussitôt, Roy passe la tête par-dessus le paravent. « Il y a un bon Dieu pour les cambrioleurs, se dit-il. Je suis sûr que la combinaison est dans ce livre dont elle parlait. » Roy n'a pas besoin de chercher longtemps, il n'y a pas de bibliothèque dans la pièce. Il n'y a qu'un seul livre sur la table de chevet. Il l'attrape et commence à le secouer furieusement, mais aucun petit bout de papier ne tombe. Il regarde soigneusement si une page est cornée ou si un numéro est entouré au crayon. Malheureusement, il ne trouve pas la moindre trace. Nerveusement, il regarde sa montre. Minuit moins le quart, les invités vont commencer à partir et bientôt, on remarquera son absence. Furieux, il sort de la pièce et descend l'escalier pour rejoindre les autres. Mais soudain, une idée lui vient. Le titre, se dit-il, tout est dans le titre. Comment n'y ai-je pas pensé? Il remonte les marches 4 à 4. Dans la chambre, il reprend le livre sur la table de chevet. Un sourire éclaire son visage. C'est bien ce que je pensais. Le bouquin s'appelle 425 secondes dans la cité des ombres. Autrement dit, le code est 4, 2, 5. Eh bien, c'est le moment de vérifier. Le bouton tourne 4 fois, puis 2, puis 5. Le cœur battant, Roy attrape la poignée. Il la tourne d'un coup sec. Et la porte s'ouvre en grinçant. Quelle merveille! Se dit Roy en attrapant les bijoux. Finalement, elle a du goût, cette baronne. Roy enfourne des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets dans sa poche. Puis, après avoir refermé la porte du coffre, il retourne parmi les invités. Le récital est maintenant terminé. Tout le monde semble éméché. Personne n'a dû s'apercevoir de son absence. Bientôt, la soirée s'achève. Roy prend congé de son hôtesse. 10 minutes plus tard, il est chez lui. Rapidement, il glisse les bijoux dans le petit sac en plastique avec l'argent, puis il remet le tout dans l'aquarium. Tout s'est passé comme dans un rêve. Il ferme les yeux pour essayer de retrouver son calme. Mais soudain, la lumière l'aveugle. « C'est vous, Blanche? Éteignez cette lumière, bon sang !»« Pardonnez-moi, monsieur. J'ai entendu du bruit, j'étais inquiète. »« Bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, allez vous coucher, Blanche. J'ai besoin d'être un peu seul. » Après avoir bu un verre, Roy monte dans sa chambre. Mais il a du mal à trouver le sommeil. Finalement, il s'endort à l'aube. Le lendemain, il se réveille en sursaut. Une migraine insoutenable le tenaille, comme si
comme s'il avait trop bu. Il descend au salon. Tout est étrangement silencieux. Pas la moindre trace de Blanche dans la cuisine. « Blanche !» crie-t-il. « Blanche, mon café n'est pas prêt ?» Pas de réponse. Mais bon sang, où est-elle? Je la paye quand même pas pour se tourner les pouces. Il monte vers la chambre de Blanche et ouvre brutalement sa porte. Personne. Soudain, il voit l'armoire. Elle est grande ouverte et entièrement vide. Roy dévale l'escalier. Traversant le salon, il s'arrête devant l'aquarium. En tremblant, il plonge sa main dans l'eau et soulève le petit toit de la petite maison. Rien. Il n'y a plus rien. L'argent, les bijoux, tout est parti. Roy donne un grand coup de poing sur la vitre de l'aquarium, puis la tête entre les mains. Il s'effondre dans un fauteuil. « Quelle garce! Quelle garce !» se dit-il. « Elle était vraiment trop jolie. J'aurais dû me méfier d'elle. » La sonnerie du téléphone le fait sursauter. « Allô, allô, ici le Dirankov. »« Oh, c'est complet, se dit Roy. Elle sait sûrement que c'est moi. Quelle triste fin. »« Tu m'entends, Roy? Figure-toi, on m'a cambriolé cette nuit. J'ai prévenu police, mais quand je pense au cambrioleur, c'est comique. »« Pourquoi comique ?» s'étonne Roy. « Mais parce que c'était des faux, chérie, évidemment. Je ne suis tout de même pas assez folle pour laisser des millions de dollars chez moi. Enfin, tu n'as rien remarqué qui pourrait aider les policiers? »« Non. Non, dit Roy. Je suis désolé, mais je n'ai rien vu. »« Tant pis, Roy, chérie, ce n'est pas bien grave. Allez, à bientôt !» Roy a à peine raccroché qu'il entend une nouvelle sonnerie. Mais cette fois, ça vient de la porte d'entrée. Il se lève pour ouvrir et... « Bonjour, monsieur Fleming, » lui dit Blanche en souriant. Roy met un instant à reprendre ses esprits. Enfin, il s'écrie, « Vous ne manquez pas de toupet, espèce de petite voleuse. »« Oh, ça vous va bien de me dire ça, » réplique Blanche. « Vous croyez que j'ignore d'où viennent les bijoux, monsieur? Tout le quartier est au courant. Les policiers sont déjà chez la baronne. »« Comme voulez-vous, Blanche, je n'ai plus rien, vous m'avez tout pris. Alors maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. » Écoutez, monsieur Fleming, c'est bien ça qui me tracasse. C'est vrai, vous avez été plutôt très gentil avec moi. Je vous aime bien. Alors, je préfère vous rendre l'argent. C'est d'accord? Je garde les bijoux et je vous rends les billets. Elle tend à Roy un petit sac. Celui-ci l'attrape et regarde la jeune femme en souriant. « Pauvre Blanche, » se dit-il. « Quand elle saura que les bijoux sont en toc, elle se mordra les doigts de m'avoir rendu l'argent. »« Pourquoi faites-vous ça pour moi, Blanche ?»« Je vous l'ai dit, monsieur. Les bijoux me suffisent, c'est tout. Maintenant, au revoir, monsieur. » Roy la regarde traverser le jardin. Il hésite un instant, puis il court derrière elle. Surprise, elle se retourne. « Blanche, j'ai bien réfléchi, » dit-il en la prenant dans ses bras. « J'ai bien réfléchi. Au lieu de partager, pourquoi ne pas tout dépenser ensemble? »« Tu y gagnes, » dit-elle en souriant. « Je suis sûr que les bijoux valent beaucoup plus que ton argent. » « Tant pis, » réplique Roy. « Il faut savoir faire des sacrifices quand on est amoureux. » Eh bien, moi, Steve Drake, je vais commettre le crime parfait, le plus parfait qu'on ait jamais vu. C'est pourquoi j'ai décidé de tout raconter dans cette lettre qu'on ne pourra ouvrir qu'après ma mort, bien entendu. Mais
Commençons par le commencement. Il y a environ un mois que j'habite ici. Un appartement très banal dans un vieil immeuble vaguement retapé. Si je l'ai choisi, c'est d'abord parce que les pièces sont très claires. Oui, il faut vous dire que je suis dessinateur. Je suis employé par un journal, mais je travaille chez moi la plupart du temps. Deuxièmement, cet appartement présente un avantage inappréciable. Un grand débarras où je peux ranger tout mon fourbi. N'avez pas remarqué? C'est incroyable ce qu'on peut accumuler de choses soi-disant indispensables qu'on ne sait jamais où mettre. Bref, autant vous le dire tout de suite, ce débarras a été un tournant dans ma vie. Mais vous pensez sans doute que je suis fou, hein? Comment un débarras pourrait-il bouleverser une vie? Patience, patience, je vais tout vous expliquer. Donc, il y a un mois, j'emménage. Tout est à peu près installé, les meubles sont à leur place, mes vêtements dans le placard. Il ne me reste plus que mon matériel et mes valises à ranger. Je commence à les enfourner dans ce fameux débarras quand tout à coup, j'entends chanter. Oui, la voix est si chaude et si douce qu'elle me fait frissonner. On dirait qu'elle est là, tout près, qu'elle ne chante que pour moi. Je suis comme envoûté. Et puis j'éclate de rire. Mon vieux Steve, les fantômes chantants, ça n'existe pas. Ça vient sûrement de l'étage du dessus. Je termine mes rangements, je referme la porte. La voix s'est tue. Mais Dieu sait pourquoi, elle me poursuit encore. Le lendemain, j'ai oublié l'incident. J'entre dans le débarras pour chercher du papier à dessin et... Bon sang. Mais j'entends tout ce qui se passe là-haut, aussi clairement que si j'y étais. Un homme et une femme se disputent. L'homme a une voix désagréable, haut perché. Il parle sur un ton hargneux. La femme a une voix douce et musicale qui me fait de nouveau frissonner. « Élise !» crie le bonhomme. « Ce petit déjeuner, ça vient ?» « Écoute, Sam, pour une fois, serre-toi tout seul. Je vais être en retard. »« Évidemment !» poursuit l'autre. « Sous prétexte que madame travaille, moi je peux crever. »« Tu es injuste, Sam. Tu sais très bien que je ne peux pas me permettre d'arriver en retard au magasin. Toi, tu peux écrire tes poèmes à n'importe quelle heure. »« Mes poèmes !» réplique l'homme d'un ton sarcastique. « Je sais bien ce que tu en penses de mes poèmes. Un artiste, pour toi, c'est un fainéant, n'est-ce pas? » Mais non, Sam. Oh, mais si! Tu voudrais que je trime du matin au soir, de préférence dans une banque. Les chiffres, c'est la seule poésie que tu connaisses, surtout quand ils s'alignent sur une feuille de paye. Mais Sam, voyons, il faut bien vivre, payer le loyer. Alors, pourquoi m'as-tu épousé si je ne suis bon à rien? Mais je t'aime, Sam, reprend la femme avec désespoir. Je ne te reproche rien. Je suis sûr que tu seras un grand poète. Seulement, tu pourrais m'aider un peu, quelquefois. C'est ça. Non seulement je ne suis bon à rien, mais je suis un tyran, je te martyrise. Quel odieux personnage. Je dois me retenir pour ne pas aller le gifler. Comment? Il vit à ses crochets et il trouve encore qu'elle ne s'occupe pas suffisamment de lui. Je laisse la porte du débarras ouverte et je transporte ma table à dessin à côté. J'y vois moins clair que près de la fenêtre, mais de cette façon, je peux tout entendre sans m'arrêter de travailler. Comment? Pardon? Ah oui, vous trouvez que c'est indiscret de ma part? Non mais comprenez-moi. Je suis très seul. Je n'ai ni femme ni ami. Les gens prétendent que je suis bizarre. Je suis pas bizarre. Je suis timide, un point c'est tout. Et voilà que grâce à un curieux phénomène acoustique, je peux enfin entrer dans l'intimité de quelqu'un, d'un couple qui se déchire. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Au bout de quelques jours, je n'y tiens plus. Il ne me suffit plus d'écouter, je veux voir cette femme à la voix si douce. Et en même temps, j'ai un peu peur. Oui, elle est peut-être très laide, ce qui expliquerait qu'elle a épousé ce goujat, trop contente de se trouver un mari. Un beau matin, je me décide. Dès qu'elle s'apprête à sortir, je descends précipitamment l'escalier et je remonte à sa rencontre. La voilà.
Mon Dieu, qu'elle est belle, grande, des cheveux noirs, un teint laiteux, des yeux verts, impénétrables, une grâce de chat, distante, un peu glaciale peut-être. Nous nous croisons. Elle s'arrête et, l'espace de quelques secondes, elle plonge ses yeux dans les miens. Ah, son regard, du feu qui couvre sous la neige. Nous n'échangeons pas une parole, mais ces quelques secondes suffisent à me faire entrevoir des éternités de bonheur. Je rentre chez moi très agité. J'ai beaucoup de mal à travailler. Le soir même, Élise revient avec une nouvelle qui envenime encore les relations du couple. Je vais être augmentée, Sam. On m'a proposé le poste de représentante. Je vais être amenée ainsi à faire de nombreux déplacements. Représentante ? S'exclame le mari. On les connaît, les représentantes et les voyageurs de commerce. Ils en profitent tous pour coucher à droite et à gauche. Un homme ou une femme dans chaque ville. Enfin, c'est ridicule, réplique Élise. Toi qui me reproches tout le temps de te faire mener une existence mesquine et misérable, non seulement je gagnerai davantage, mais tous mes frais seront payés. Et puis, tu pourras aussi te faire entretenir par tes amis de rencontre, s'empresse-t-il d'ajouter. Le salaud. Alors ça, c'est un comble. Je boue intérieurement. Je voudrais pouvoir lui casser la figure. Lui qui, en fait poésie, passe son temps à dormir ou à regarder des matchs de football à la télévision. À partir de ce jour-là, il lui fait des scènes presque tous les soirs. Il l'accuse même de le tromper avec l'épicier du coin, un gros homme rougeau affligé d'une espèce de femme obèse et de 9 enfants. Non mais vous imaginez ça? Je m'arrange maintenant pour rencontrer Élise le plus souvent possible. Quand elle sort, quand elle rentre, quand elle va fumer une cigarette pour se calmer sur le banc devant la porte. Je voudrais pouvoir la prendre dans mes bras, la consoler. Bien entendu, je n'en fais rien. Nous n'échangeons que de brèves salutations. Mais son regard, c'est lui maintenant qui me fait vivre. Soudain, il pousse à Sam une nouvelle lubie. « Où vas-tu comme ça ?» demande-t-il un jour à Élise. « Poster une lettre à tes parents. »« Comment se fait-il que tu leur écrives si souvent? Donne-moi ça !» Je suis sûr qu'il lui arrache la lettre des mains. J'entends un bruit de papier qu'on déchire. Il lit tout haut. « Ne vous inquiétez pas pour votre fils. C'est un homme admirable. C'est un bonheur d'avoir à s'occuper de lui. » Et le reste à l'avenant. Sam, évidemment, doit se régaler. Moi, cette lettre me laisse une étrange sensation de malaise. Peut-être parce qu'elle a exagéré dans le compliment. Mais les éloges sont bien trop appuyés. On dirait une notice nécrologique. Au fil des jours, la tension monte encore entre eux. Élise commence visiblement à perdre patience. Parfois j'ai la bizarre impression qu'elle me parle, qu'elle m'appelle au secours. Bien sûr, c'est idiot. Il ne s'agit que de phrases banales du genre si quelqu'un t'entendait, il serait horrifié. Ou bien « tu n'oserais pas dire ça si tu savais que quelqu'un écoute ». Mais à force de vivre dans leur intimité, je m'imagine qu'elle sait que je suis là, qu'elle me prend à témoin. Allons, Steve, secoue-toi, réveille-toi. Et puis, il y a 2 jours, Sam en est venu au coup. Pour rien, pour une histoire toute bête. Mais j'ai compris depuis longtemps qu'il est mécontent de lui-même, alors forcément, il se venge sur Élise. « C'est à cette heure-ci que tu rentres ?» crie-t-il. « Je meurs de faim. Mais bien sûr, ça, tu t'en fiches. Tout est prêt, tu n'avais qu'à le faire réchauffer, » réplique Élise en criant elle aussi. « C'est ça, voilà, j'ai une femme, mais je peux tout faire moi-même. » lance-t-il rageusement. « Je comprends que ce soit difficile, surtout pour quelqu'un qui est incapable de faire bouillir de l'eau sans brûler la casserole, » riposte Élise d'un ton sarcastique. Et vlan, j'entends un bruit de gifle, puis comme un bruit de meubles renversés, à moins qu'Élise ne soit tombée. Après quelques secondes de silence, elle dit doucement « Si j'étais un homme, crois-moi, je te tuerais. Oui. Je te tuerai. »
Je n'entends pas la suite. Je suis comme ébloui. Mais elle a raison. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mais oui, c'est la solution, la seule solution. Elle sera libre et je pourrai la rendre heureuse. Voilà. C'est à cet instant-là que je prends la décision de commettre le crime absolument parfait. Comment soupçonner de meurtre quelqu'un qui n'a aucun mobile, qui n'a jamais été en contact ni avec la victime, ni avec sa femme, ni avec aucune de leurs relations? Le lendemain, à midi, Élise rentre comme d'habitude préparer le déjeuner de Sam. Puis, elle retourne en courant au magasin. J'attends assez longtemps. Quand on établira l'heure de la mort, il ne faut pas qu'Élise puisse être mise en cause. Puis, je monte et je sonne. Sam vient m'ouvrir. Il est encore en robe de chambre. Mon œil de peintre enregistre la scène, bien entendu. Il n'a même pas débarrassé la table. Toute la vaisselle sale y traîne encore. Et pour changer, il était en train de regarder un match de football à la télévision. Je ne lui laisse pas le temps d'ouvrir la bouche. Je lui appuie mon revolver sur la poitrine et je lui tire une balle en plein cœur. Puis je referme la porte. Je n'ai pas besoin de vérifier qu'il est bien mort. J'ai fait la guerre au Vietnam. Je ne suis pas un débutant. Je rentre tranquillement chez moi et je me rassieds à ma table de travail. J'écoute. Rien. Des coups de revolver, on en entend sans arrêt à la télévision. Un de plus, un de moins. Personne n'y fait attention. Quelques heures après, cependant, j'entends un très grand branle-bas dans la maison. Des gens vont et viennent, des portes claquent. Comme tout le monde, j'ai le droit d'être curieux. J'entr'ouvre ma porte. L'escalier est rempli de policiers, de photographes, d'ambulanciers, sans compter les locataires qui sont tous sortis sur le palier. J'avise le portier. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur Arthur? Entrez donc un instant. »« Comment? Vous n'êtes pas au courant? Oh, mon pauvre monsieur, on a assassiné monsieur Beringer, le locataire du dessus. J'ai vu du sang qui passait sous la porte, alors j'ai aussitôt appelé la police. Vous pensez, j'en suis encore tout retourné. » Et madame Beringer, on l'a prévenue? Oui, on a envoyé un policier au magasin. Ah, c'est incroyable! Des gens qui ne fréquentaient personne. Et puis, rien n'a été volé. Évidemment, monsieur Arthur, ça doit vous faire quelque chose. Des gens que vous connaissiez si bien. Ah, ben, si on peut dire, avec eux, bonjour, bonsoir, et puis c'est tout, hein. Pourtant, ça va pas faire loin de 10 ans qu'ils habitent la maison. Mais ils ont déménagé au 3e, juste avant votre arrivée, pour avoir une pièce de plus. Il y a 2 mois encore, ils occupaient votre appartement. Ah, vous le saviez pas? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ça va pas? Si. C'est-à-dire, un assassinat dans la maison, ça fait quand même un choc, monsieur Arthur. Je le pousse dehors. Des cloches sonnent dans ma tête. Mon appartement. Ils occupaient mon appartement. Alors, elle savait. Elle connaissait l'existence du débarras et de son curieux phénomène acoustique. Je ne rêvais pas quand j'avais l'impression qu'elle s'adressait à moi. Une colère sourde m'envahit. Il n'y a aucun doute, j'ai bien commis le crime parfait. Mais il n'est payant que pour elle. J'ai été manœuvré comme un enfant. Je me plante sur le palier et je guette son retour. Elle arrive enfin, très digne, bien sûr, dans son malheur. En passant devant moi, elle me fait un petit signe de la tête et murmure « Merci pour tout ». Malheureusement, je suis contraint d'ajouter un post-scriptum à ma lettre. L'histoire n'est pas finie, contrairement à ce que je croyais. Après avoir interrogé tout le monde, la police a apparemment renoncé à trouver le meurtrier. Toutes les formalités accomplies, Élise Beringer est aussitôt partie en province. Dans sa famille, paraît-il.
Et voilà que mon rédacteur en chef, sans doute inspiré par cette affaire, se met dans la tête de faire toute une série d'articles pour l'édition du dimanche. Sujet, les crimes parfaits. Et il me charge de les illustrer. J'avoue que son idée m'amuse beaucoup. D'une certaine manière, ça va me permettre de signer mon chef-d'œuvre. Dommage qu'on ne puisse mettre les lecteurs dans la confidence. Un crime parfait illustré par son auteur. Quelle manchette! Pour les autres crimes, ou plutôt pour les crimes des autres, je me sers des photos que je vais chercher à la morgue du journal. Mais pour l'affaire Beringer, vous pensez bien que je n'ai pas besoin de courir après la documentation. Voilà ce qui va me perdre. La conscience professionnelle, le goût du détail. Le dimanche matin, mon rédacteur en chef me salue chaleureusement. Dans toute la rédaction, il n'y en a que pour moi. Les journalistes se précipitent pour me féliciter, pour m'inviter à déjeuner. Les jolis secrétaires me lancent des œillades flatteuses. Mon illustration de l'affaire Beringer, criante de vérité, a fait de moi la vedette du jour. Pourtant, dans un coin de la salle de rédaction, il y a un homme en imperméable qui ne semble pas partager l'admiration générale. Un jaloux, sans doute. Il s'approche de moi et dit « Je suis l'inspecteur Savin. Désolé, mon gars, mais t'en as trop fait. Ton dessin était parfait. Un vrai croquis de police. Malheureusement, dans ta déposition, tu nous as dit que tu n'avais jamais mis les pieds chez les Beringer. Alors, j'ai compris, monsieur l'inspecteur. Je vous suis. Après tout, cette fin me plaît. Tant de grands poètes, de grands peintres sont morts pour leurs œuvres. Je vais faire comme eux. Je vais passer sur la chaise électrique pour un dessin trop bien fignolé.